René Major me disait un instant en coulisses, mais tout à l'heure, tu as été un peu vite peut-être d'introduire le thème de la cruauté. On en parlera en fin d'après-midi, puisque effectivement, notre dernier dialogue portera sur notre consentement à la cruauté, consentement au mal ou au malheur, qu'importe comment on nomme cela ici. Deuxième approche de notre dialogue, après il y aura la dette en début d'après-midi, évidemment, comment échapper à la dette, c'est évidemment le don à ma gauche, l'échange à ma droite, mais le don et l'échange, voilà, ensemble, sachant que Charles Baudelaire, bon, les grands boulevards, les yeux des pauvres, ils sont encore là, hein, donc on n'a pas beaucoup de mal à transposer. On met quelques roms devant les affreux cafés qui sont aujourd'hui à la place des cafés du Second Empire. Et puis le tabac dont vous parlez, c'est le tabac du Dôme, et on sait bien qu'il y a toujours des mendiants devant le tabac du Dôme, boulevard du Montparnasse. Mais bon, ça, ce sont des incises un peu ridicules, mais néanmoins, bon, la transposition est possible, elle est là. Ce que je voulais dire à propos de l'essai sur le don, c'est quand même, bon, 1925, je crois que c'est comme si on reprenait les choses, là où on les avait laissées, parce que quand Mauss écrit l'essai sur le don, bon, c'est la grosse artillerie, hein. C'est l'année sociologique, et c'est cette idée qu'on va faire venir toutes les disciplines, l'anthropologie, la linguistique, la démographie, etc. C'est cette grande fabrique, disons, de la pensée, où, après Durkheim, Mauss, commence à dire, mais bon, voilà, l'homme n'a pas toujours été un animal économique. D'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'il est devenu une machine à calculer, et revenons sur ce qui constitue, c'est à peu près sa phrase, le roc humain des sociétés humaines. Le roc humain des sociétés humaines. Bon, je ne vais pas vous faire le défilé après des infinis commentaires qui ont eu lieu au XXe siècle, jusqu'au structuralisme compris, jusqu'à Jacques Derrida compris, que vous citez dans votre livre René Major. Mais bon, c'est vrai que le don, en tout cas du côté des anti-utilitaristes d'aujourd'hui, Alain Caillé, là je voyais, là, le prochain livre d'Alain Caillé, c'est le 10e livre sur le don, mais bon, c'est pas un hasard, c'est le don et le management. Comment disons, faire théorie de ce qui pourrait être un management désintéressé, sans souffrance au travail, et tout le tralala. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que la réflexion sur le don a aujourd'hui encore beaucoup d'incidence sur l'économie générale, et c'est vrai que là, la question des frontières, savoir si on est dans l'anthropologie, si on est dans l'économie, si on est encore dans autre chose, et se pose plus que jamais. Alors j'ai été frappé en réécoutant à la fois le texte de Baudelaire et le commentaire que vous avez écrit, en écoutant Daniel Mesguich, c'est que, c'est pour ça que j'en viens à la cruauté, c'est que vous dites, respectons l'ordre, mais c'est difficile d'échapper à la cruauté avec René Major, et c'est rare. Venant de qui de vous, de moi, de vous à moi. De vous à moi, et réciproquement, et dans chacun des chapitres, disons, elle est présente. Alors, c'est vrai que la question du désintéressement, Bourdieu aussi, c'est une question qu'il s'est posée en établissant tous ces champs d'habitus, et lorsqu'il a étudié la Kabylie notamment. Alors, c'était la logique de l'honneur, mais il y avait quand même, derrière cette logique de l'honneur, l'idée d'aller du côté de ce qui pourrait s'appeler
le don pur, le désintérêt, etc., alors qui est peut-être justement un fantasme, une illusion, dans la mesure, bon, et là on retombe sur Mauss, déjà chez Mauss, donner, recevoir, rendre, on est déjà dans un circuit, dans un circuit de l'échange. Alors, reprenons les choses par le début. L'homme n'a pas toujours été un animal économique, mais c'est vrai qu'à suivre votre interprétation de Mauss, il lui est difficile d'échapper à l'économie, et en tout cas, vous vous éloignez de ce qu'on pourrait appeler une conception par trop anthropologique du don, qui en ferait, disons, un échange, une morale, parce que c'était aussi ça, hein, Mauss, c'était la recherche, enfin, il ne faut pas le dénier, c'était quand même la recherche d'une morale. Or là, bon, René Major, il ne le suit pas jusque-là. Cher Philippe, vous avez tout à fait raison, qu'on peut en effet s'aventurer ici ou là dans notre discussion, mais si je vous dis que vous avez raison, c'est aussi une question, comme on vient de le voir. Qu'est-ce que ça veut dire que donner raison? Et qu'effectivement, dans toute interlocution, il y a toujours des soupçons de cruauté. Mais je voudrais revenir un instant, avant de m'aventurer dans la question que vous posez, par le biais de Mauss, à la lecture, en effet, merveilleuse de Daniel Mesguich, où j'entendais peut-être cette fois quelque chose que je n'avais pas entendu, qui nous ramène à une question que Pierre Noël posait à propos du capitalisme et du milliard d'hommes inutiles. Parce que, en l'entendant, je me disais quand même à propos du rôle du mendiant, qui fait partie des hommes inutiles, improductifs, qu'on appelle. Je me demandais quelle était la nécessité de sa place justement au sein du capitalisme, mais en plus au sein de la démonstration que sa présence fait, que dans ce dialogue entre amis, il va se jouer toutes les croyances. La croyance que celui qui donne cette pièce gagne le ciel gratuitement, comme Baudelaire le dit. La question de la croyance, en savoir ce que l'autre dit, la croyance du narrateur. Et ils n'échangent que très peu de mots, tous les deux. Au fond, tout est dans les supputations de la méchanceté de l'autre, de sa cruauté possible. Donc, le mendiant est en quelque sorte un témoin de cette scène capitalistico-croyante en ceci, en Dieu, en la méchanceté de l'autre, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'a pas un rôle capital, le mendiant, dans le capitalisme? C'est une question que je vous pose, mais on peut ou vous en parler tout de suite, ou nous enchaînons sur le don. Je préfère vous écouter un peu plus longtemps sur le don. D'accord. Alors, en effet, comme Philippe vient de le souligner, depuis ce fameux essai sur le don de Mauss, beaucoup de pensées qui ont essayé de comprendre l'économie, parce qu'ils ont tous dit pour comprendre l'économie, il faut nécessairement passer par l'essai sur le don de Mauss. Et on en tire des choses, je pense, très intéressantes chez l'un et l'autre. D'ailleurs, il y a c'est tout un long débat, une longue succession entre ce qui s'est aventuré du côté de Lévi-Strauss, de Lacan à la suite de Lévi-Strauss. De Bataille. De Bataille, oui. Alors Bataille, c'est quand même un peu autre chose. Bataille,
insiste beaucoup justement sur la dépense improductive. Hein, c'est dans La part maudite. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose effectivement où alors quand il compare, par exemple, même au moment de la guerre froide, le potlatch en quelque sorte entre la Russie et l'Amérique et les États-Unis, où chacun devait à chaque étape en faire un peu plus que l'autre, dans la recherche atomique par exemple, dans la recherche de la possibilité des voyages dans l'espace, et que chaque fois, évidemment, ça donnait lieu, pour celui qui semblait emporter la partie ou gagner temporairement, à des fêtes extraordinaires, à l'hubris, en quelque sorte. Mais il compare au fond cette dépense qu'on pourrait dire même qui existe dans la dette. Au fond, le pays qui a la plus grande dette en ce moment, c'est celui qui est doté, dit-on, de la plus grande puissance, donc qui est dans l'hubris, en quelque sorte, à cause de la dette considérable qu'il a. Pour Klossowski, par exemple, c'est aussi très intéressant parce que, pour lui, au fond, il n'y a que de monnaie vivante, que tout le reste ne sont que des substituts. Et j'y reviendrai, parce qu'en effet, on retrouve quelque chose là d'assez freudien, qu'au fond, c'est toujours à partir d'une partie du corps que s'échange quelque chose, qui peut être ensuite désymbolisé, monétarisé, mais toujours représentative quand même au départ de quelque chose qui vient de soi, du don. Du don. Alors, à la suite de Derrida, justement, pour moi, il y a eu Baudrillard aussi. À la suite de Derrida, peut-être le dernier en date, et c'est surtout dans Spectre de Marx. Au fond, on peut se demander s'il y a vraiment du don. Parce que pour qu'il y ait vraiment du don, il faudrait qu'il n'y ait même pas d'attente si on fait un cadeau. Alors donner, je fais une parenthèse, donner le don ou donner, ça une polysémie extraordinaire. On peut donner le sein, donner de l'amour, donner le change, on peut donner une conférence, on peut donner la mort, et on peut donner la mort cruellement, mais aussi peut-être par amour. Donc on est dans une On peut prendre et donner en même temps aussi. Oui, c'est souhaitable, non ? C'est souhaitable. Enfin, je crois que, enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de donner sans attente. Donc, que le prendre ou le retour est toujours inscrit d'une certaine manière dans le don, du moins au sens où nous l'entendons là actuellement. Il n'y aurait vraiment de don, si ça existe, peut-être, que si au moment du don, ce n'était même pas ressenti comme un don. Puisque si on le ressent comme un don, il y a une attente nécessairement de satisfaction de donner, comme la jouissance dont parle Baudelaire dans La fausse monnaie. Pas de plus grande jouissance que de créer une surprise. Ça peut être la jouissance pour soi ou la jouissance pour l'autre, l'attente d'une reconnaissance, l'attente d'affection, d'amour, etc. Mais dans ce sens-là, au fond, c'est Derrida qui l'a dit le premier, je crois, l'essai sur le don, il n'y a pas de don. Dans l'essai sur le don, il n'est question que d'échange. Alors,
l'échange... Petite parenthèse, quand vous dites ça existe peut-être, vous y croyez? Ben moi, je n'exclus pas que ça puisse Vous exister. l'excluez pas. Non. Parce que chaque fois que je considère que quelque chose n'existe pas, je suppose le contraire, que ça puisse exister, même si je ne le rencontre pas. C'est comme on le disait, je crois, tout à l'heure, ou un autre jour, si, non, tout à l'heure, on en a parlé, si l'hospitalité conditionnelle existe, ça suppose qu'il puisse y avoir de l'hospitalité inconditionnelle. Alors c'est comme l'au-delà de la cruauté. Exactement. Oui. Donc, au-delà de la cruauté, il pourrait y avoir du don, qui ne s'éprouverait même pas comme don. On ne saurait même pas qu'on a donné. Ah oui, on serait au-delà du désintérêt, au sens opposé à l'intérêt, quoi. Ah, vous me dites que je vous ai donné quelque chose, je ne m'en suis même pas rendu compte. D'accord. Mais même cela, on ne pourrait même pas se le dire, au fond. Ah oui, parce que lui, il s'en est rendu compte. Voilà, exactement. Donc, ce qui est intéressant, je crois, pour toutes les questions qu'on s'est posées au sujet de l'économie à partir des laissés sur le don, c'est entre le moment du don, disons, ce qui est appelé le don, ou la première chose offerte dans l'attente du contre-don, c'est la question de la temporalité. Ouais. C'est qu'un temps soit accordé pour qu'il y ait retour. Le retour n'est pas immédiat. Dans le cas du don qui oblige à rendre. Oui, mais quand dans les sociétés qui sont étudiées par Mauss, il y a nécessairement... Nécessairement, oui. Il s'agit aussi bien d'un cadeau offert, d'une richesse, etc., ou d'esclaves, hein, de sacrifices humains. Pour René, ça va plus loin. Il n'y a jamais de don sans attente de quelque chose en retour, qui n'est pas forcément un équivalent, mais qui est quelque chose. Qui n'est pas forcément un équivalent, oui. Et donc, il y a une attente du contre-don. Mais l'attente du contre-don, qui en général, justement, est dans la surenchère, elle est dans la surenchère pour des questions de prestige, de rivalité entre clans, et le chef du clan adverse doit nécessairement, pour montrer sa supériorité, offrir davantage que ce qu'il n'a reçu, ou sacrifier davantage que l'autre protagoniste a sacrifié. Au fond, c'est ce qu'on retrouve, si on va un peu rapidement, dans le prêt et la restitution, la temporalisation qui fait qu'à un moment donné, on a introduit que ce temps, ce qui n'a pas toujours été le cas, introduit que ce temps valait de l'argent. Hein? Autrement, au moment où on construisait des cathédrales, par exemple, le temps appartenait à Dieu, le retour était attendu dans l'au-delà. Donc il n'était ni immédiat, ni dans cette temporalisation accordée au retour d'un prêt et de la restitution, mais avec les intérêts, donc, ou la plus-value, donc avec un gain où le temps n'est plus du tout le temps de Dieu, mais le temps de l'argent. C'est, entre autres, pour le caractériser, mais tout cela a bien été vu par Weber, mais pour caractériser celui qui a, d'une certaine manière lapidaire, dit « time is money », c'est Benjamin Franklin qui dit que si on a quelques pièces de shilling, c'est un meurtre de ne pas le faire rapporter des colonnes entières de livres sterling. Et des colonnes entières de livres sterling, vous comprendrez que la figure de l'érotisme anal y est implicitement très parlante. Donc, la temporalisation, et je pense, de ce point de vue-là, qu'en effet,
on a eu tendance depuis, avec l'économie libérale, néolibérale, débridée, et avec aussi toutes les techniques modernes utilisées, les ordinateurs et ainsi de suite, à vouloir réduire le temps entre le don et le contre-don, ou l'investissement et le rapport de l'investissement à zéro en quelque sorte, ou à le rendre virtuel. Peut-être là-dessus, vous pourriez dire quelque chose. Ensuite, je viendrai sur autre chose. On va parler de ce que vous venez d'évoquer là, plutôt en début d'après-midi, à propos de la dette. De la dette et de la dimension temporelle que la dette introduit. Mais je voudrais revenir au don et à l'échange. Alors, j'avoue qu'au départ, ces questions m'ont un peu troublé, mais je peux m'en saisir pour apporter quelques précisions sur le domaine de l'économie et ce dont elle ne traite pas. Alors, je vais être radical, je pense que l'économie ignore totalement non seulement le don, mais même l'échange. C'est ça qui peut paraître paradoxal, puisque on peut définir l'économie, et je l'ai fait moi-même, comme disant son objet, c'est des échanges de marchandises. Bon. Alors, pourquoi le don est totalement absent des modèles de l'économie? Bien, on peut prendre deux exemples. Si je veux donner un cadeau à ma femme, bon, c'est bien évident que je ne vais pas, par exemple, je veux lui donner un bijou, c'est pas du tout la même chose si je lui donne un bijou ou si je lui donne le prix de ce bijou en monnaie. Voilà. Dans un cas, on parlera d'un don, dans l'autre cas, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Bon. Donc, nécessairement, le don exclut la monnaie, exclut l'équivalent général. Un don, c'est nécessairement quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Mais si vous donnez de l'argent, c'est pas un don. Je donne de l'argent, non, pour moi, c'est pas un don. J'ai des revenus, je les partage avec quelqu'un parce que je fais partie d'une famille et que dans une famille, il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres pas, etc. Ou je donne de l'argent à une association caritative parce qu'elle en fait des choses qui me satisfont. C'est une façon de dépenser son argent de façon satisfaisante pour moi. Mais si vous dites à votre femme, c'est pour t'acheter ce que tu veux, ce que tu désires. On commence à donner ça aux enfants, mais il y a toujours un moment où on offre des cadeaux, des jouets aux enfants, puis quand on ne sait plus quoi leur offrir, soit qu'ils ont tout, soit qu'on ne sait plus, ben on leur dit, tiens, voilà, 100 €. Mais oui, justement, c'est plus du tout la même chose, à mon avis. Bon, donc, le don d'argent, ce n'est jamais qu'une dépense que vous faites où vous vous débarrassez de monnaie pour satisfaire un de vos désirs. Bon. Mais allons plus loin. Vous avez souligné la polysémie du terme « se donner ». J'ai même pensé à quelque chose d'un peu tordu. Je me suis dit, on dit « une femme se donne à un homme ». Bon. Mais pourquoi elle ne lui donne pas 1 000 € pour aller voir une call girl? Voilà, oui. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Bon, donc, l'économie... Alors, est-ce que l'économie s'intéresse maintenant aux échanges? Non, mais pourquoi Je vois que ça suppose qu'elle s'évalue, ce faisant. Si elle vous donne 1 000 €, elle considère qu'elle vaut à peu près ça. Oui, on est dans l'absurde total, là. Pourquoi 1 000 et pas 2 000? Vous pouvez lui dire, ah ben non, bah, quand même. Oui. Donc... Non, mais qu'elle se donne. Alors, effectivement, c'est une question très intéressante parce que le se donner, donc la question, le verbe, savoir réfléchir, impliquerait, on ne sait pas très bien si elle donne quelque chose d'elle, puisque vous parlez de la femme en l'occurrence, ou si elle donne quelque chose qui serait moins de l'ordre d'un avoir que d'un être, si elle donne de son être. Car effectivement, c'est une question, parce qu'on parle toujours que de l'avoir, hein, dans le don et l'échange. Mais il y a toute la question de l'être. Oui. Mais René, moi je pensais à une chose. Je voudrais passer à l'échange. Pourquoi le corps ne serait pas une fausse monnaie?
Parce que là, on fait don, échange, etc. Mais dans le texte de Baudelaire et dans votre commentaire, il y a quand même la question du vrai et du faux, et au bout, le mal, le pire que le mal. Et j'ai d'ailleurs remarqué, René Major, il y a un mot que vous prononcez jamais. Dans ce texte, en tout cas, et rarement, c'est celui de perversité, de conduite perverse. Oui. Oui, alors, ça c'est une question qui mériterait de long développement, mais je vais essayer de la faire très courte. C'est qu'en effet, je parle plutôt de la fétichisation, qui n'est pas nécessairement la perversion. C'est-à-dire le mécanisme généralisé du « je sais bien, mais quand même »,« je crois et ne crois pas à la fois », qu'il y a l'objet manquant ou qu'il y a des substituts de l'objet manquant, fait que je reconnais l'absence de ce que je souhaiterais et que je remplace par quelque chose d'autre, non? Donc, moi, je ne généraliserai pas cela comme de la perversion, mais comme le mécanisme qui, en effet, joue également dans la perversion. Hein, autrement dit, peut-être, si on voulait dire perversité, mais je préfère m'en tenir d'abord sans jugement nosographique ni moral sur cette question, pensant que c'est un mécanisme qui est utilisé de manière généralisée dans la vie. Mais je reconnais tout à fait votre question. C'est ce que, par exemple, un groupe de Déleuziens m'avait posé en pensant que je passais de la schizophrénisation à la perversion en parlant du capitalisme. Alors, donc le don, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que dès que quelque chose peut être marqué comme équivalent à une somme de monnaie, on n'est plus dans le don. Mais je dirais qu'en économie, on n'est même pas dans l'échange non plus. Parce qu'il y a une espèce de mythe quasiment fondateur de l'économie qui peut se dire ainsi, au début, il y avait le troc, c'est-à-dire l'échange de deux moutons contre une arme. Avec un échange entre deux valeurs d'usage pour les individus, et puis comme elles s'échangent, on peut dire qu'elles ont la même valeur d'échange. Bon. La réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on n'échange jamais rien en économie. On vend et on achète. Voilà. On vend sa force de travail, on a de la monnaie, et puis avec cette monnaie, on achète quelque chose ou on la donne à d'autres pour qu'ils puissent s'acheter d'autres choses. Alors, on y viendra à propos de la dette, mais ça montre immédiatement que la monnaie, c'est une créance. Quand vous avez de la monnaie, vous n'avez rien d'autre que le droit accepté par les autres de la transformer immédiatement en une marchandise existante. C'est là que s'introduit la temporalité, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez vendu votre force de travail, pour la plupart d'entre nous, et le moment où vous achetez quelque chose, et puis la valeur de ce que vous avez, la valeur de la monnaie peut avoir fondu. Et c'était une réalité en Allemagne dans les années 20, hein, c'était dans la journée, ou même en Amérique latine, il n'y a pas si longtemps. C'est ce que l'Allemagne craint toujours. Et c'est ça l'a traumatisé, paraît-il. Voilà. Et donc, il y a le fantôme qui est toujours là. Il ne veut plus entendre parler, même de passer de 2 à 4% d'inflation tolérable par la Banque centrale. Bon. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça ? Ça a une conséquence, c'est que l'économie, si elle s'intéresse au rapport où intervient la monnaie, et s'il n'intervient pas la monnaie, à mon avis, on ne peut pas faire d'économie, même si certains y songent. La monnaie, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Donc, contrairement à ce que vous disiez, Philippe, non seulement l'économie n'a pas 5000 ans comme pensée, mais elle n'a pas non plus 5000 ans comme pratique, pensée, et encore moins 2 millions d'années. Bon.
c'est extrêmement récent. C'est-à-dire il y a de l'économie, c'est-à-dire ce type de rapport qui passe par la monnaie et une pensée de ces rapports que depuis très peu de temps. Alors évidemment, la monnaie existe chez les Grecs. Aristote a parlé d'économie. Mais pour moi, Aristote n'a rien dit sur l'économie. Parce qu'à cette époque, la monnaie était essentiellement quelque chose qui faisait circuler des marchandises dans les marges des sociétés, à l'extérieur de l'oikos, etc. Et puis, tout à l'heure, je dirais que dès qu'il y a de la monnaie, il y a de la dette, donc il y a de la finance, mais les sociétés dans lesquelles la monnaie et la finance sont suffisamment étendues pour que ça permette un discours autonome sur ces phénomènes sont récentes. Et sous nos yeux, encore récemment, il y avait des sociétés entières qui n'étaient nullement régies par la monnaie. Eh ben, tout simplement le socialisme soviétique ou chinois. Et j'ai des collègues économistes qui ont prétendu faire l'économie du socialisme soviétique. C'était tout ce que vous vouliez, sauf de l'économie. Ou même Ieyasu qui fait l'économie de certaines ethnies en Afrique avec femmes, greniers et capitaux. Il fait de l'anthropologie, comme Mauss, mais certainement pas de l'économie. Donc j'ai une vision un peu radicale. Finalement, il n'y a d'économie que capitaliste, au sens où des sociétés dans lesquelles la monnaie et les marchandises ont acquis une importance, disons, considérable. Alors vous allez me dire, c'est quantitatif, jusqu'où on va. Bon, on peut rentrer dans cette discussion. Mais voilà ce que je voulais souligner. Donc, pour moi, ni don, ça existe, mais pas en tant qu'économiste, c'est strictement rien à en dire, ni même échange. Mais monnaie, oui. Oui, mais au fond, vous déliez tout à fait le rapport que peut avoir la monnaie avec, disons, ce que serait quelque chose qui a rapport au propre, c'est-à-dire au corps propre, finalement. Bon, par exemple, vous parlez de la monnaie des Grecs, mais elle était à l'effigie des dieux, autant qu'aujourd'hui, la monnaie est à l'effigie de la reine d'Angleterre pour la livre sterling, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours même des marques dans la monnaie, même déliées de son référent, même or, finalement, un signe de symbolique qui persiste. Ah, ça veut dire que là, oui, parce que une seconde. La périodisation donc n'est pas, c'est tout bête, hein, mais n'est pas la même. Quand je faisais référence aux 5000 ou 10 000 ans ou avant, ça c'était l'économie libidinale. C'est-à-dire que la cruauté et le fantôme, ils sont là avant l'apparition de la science économique. On voit bien qu'à l'époque, on n'aurait pas appelé économie libidinale. Certes non. De toute manière, l'économie libidinale date de Freud, c'est-à-dire c'est encore plus tardif que la monnaie, en fin de compte. Je vais vous lancer quelque chose de provoquant. Moi, il me semble que l'économie, au sens effectivement de pur échange de monnaie, qui n'impliquerait pas du tout... Non, il n'y a pas échange de monnaie. Non, même pas. C'est le cycle de Marx. Marchandises, argent, marchandises, argent, marchandises. Perpétuellement en mouvement et avec une dimension temporelle fondamentale dont on va parler tout à l'heure. Donc il n'y a pas plus d'échange. Alors les échanges entre monnaies, c'est des échanges dollars-euros, mais en fait ce sont des échanges de titres financiers. Et ça, il y a des échanges de titres financiers. Mais, pardon. Non, alors tout le problème est là, je crois, pour la différence que nous pourrions essayer d'accentuer dans notre façon de voir. Je dirais que, justement, avec cette abolition maximum de la temporalisation entre l'investissement et le rapport de l'investissement, la monnaie en tant que papier, en effet, jouait un rôle extrêmement important, je suis d'accord avec vous, de lui enlever autant que possible tout son caractère
d'arrimage à ce qui serait le corps, comme par exemple ça existait dans les sociétés dont parle Mauss, puisqu'on pouvait sacrifier des corps, comme ça existe dans le Marchand de Venise, où si la dette n'est pas payée, on a un droit sur le corps de l'autre. Tout cela veut bien dire qu'il y a toujours eu, au fil du temps, quelque chose qui se passait entre ce que la monnaie, voilà, ou la dette, et le corps. La dette et le corps. Mais c'est comme si on essayait d'inventer le réel, et un réel comptabilisable qui n'a rien à voir avec le corps. Mais toujours en rapport avec le temps et la temporalité. Oui, parce que, juste une seconde, la question, et vous allez répondre, Pierre-Noël Giraud, la question, est-ce que du temps où il y avait une coexistence relative entre le plan et le marché, pour prendre l'exemple français, est-ce que l'on peut dire que du point de vue de la temporalité ou des promesses, il y aurait aujourd'hui, c'est l'expression qu'on emploie tout le temps, c'est on dit on est dans le court-termisme. Est-ce que ça a des conséquences sur le dispositif économique? Et est-ce que c'est vrai? Oui, c'est en partie vrai. Il y a deux choses auxquelles je ne crois pas, moi, c'est tout se complique et tout va plus vite. Voilà. Rien ne se complique, parce que la complication, c'est la capacité de traitement du cerveau humain. Donc, je veux dire, diriger l'Empire romain sous Tibère, c'était aussi compliqué que diriger une multinationale aujourd'hui, ou quoi que ce soit. Et tout va plus vite, oui. Il y a des choses qui vont plus vite et d'autres qui vont moins vite. Donc, voilà. Le trading haute fréquence, vous faites allusion à ça, cette espèce de transformation, alors en l'occurrence de titre en monnaie, dont la transformation, c'est une milliseconde. Hein, j'achète un titre et je le revends une milliseconde après, etc. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est l'ordinateur. Mais l'homme est là, parce que l'homme, il programme les ordinateurs. Donc, il y a des gens qui jouent comme nos enfants sur les jeux vidéo, qui jouent en direct par Internet, sauf ils jouent à acheter et à vendre des titres. Et comme la machine, on le sait depuis Big Blue, enfin celui qui a battu Kasparov aux échecs, maintenant la machine calcule infiniment plus vite que l'homme. Donc au lieu de jouer eux-mêmes, ils programment un programme qui achète et qui vend. Et puis c'est un jeu entre programmes. Le meilleur programme, c'est celui qui gagne un peu d'argent sur les autres, etc. Et chaque fois, il est battu par un autre. Franchement, c'est un phénomène, à mon sens, dont il n'y a pas grand-chose à tirer, un peu marginal. Mais ce que vous dites, René, qui est tout à fait juste, c'est que la monnaie, c'est pas une marchandise comme les autres. La monnaie ne vaut rien, sinon que c'est une créance payable dans les autres marchandises. Et pour qu'elle soit payable dans les autres marchandises, il faut que les gens l'acceptent. D'où toute une série d'appareils visant à construire la confiance dans la monnaie, dont le fait qu'il y ait le roi ou Dieu sur la pièce, ça, qui permet d'ailleurs à la pièce de ne pas valoir son poids d'or. C'est ça que ça sert, frapper les pièces. C'est un gros progrès par rapport à peser de l'or. Mais il n'y a jamais la pièce. Depuis le départ, les pièces frappées valent plus que leur poids d'or en termes de valeur d'échange. Bon, ensuite, il y a tout l'appareil avec dématérialisation de la monnaie. C'est pas parce qu'on dématérialise la monnaie qu'il ne faut pas assurer la fonction de confiance dans la monnaie. Et le fait que sur l'euro, ça faisait bondir tout le temps Régis Debray, qu'il n'y ait pas d'effigie particulière sur l'euro. Eh ben, on peut le regretter. Moi, je trouve qu'on a des billets vraiment lamentables. Mais pourquoi on a des billets lamentables? Parce que, évidemment, les Allemands ont dit « moi, je veux Goethe et Schiller ». Et nous, on a dit « moi, je veux Victor Hugo et puis je ne sais qui ». Et puis les Anglais, ils avaient aussi leurs candidats. Alors, pour se mettre d'accord, on a mis des ponts. Des architectures. C'est dérisoire. Moi, je suis prêt à voter pour Goethe. Des ponts, vous savez, des arches de pont qui n'existent même pas. Parce que si les ponts étaient réels, on aurait dit, tiens, c'est un pont français. Non, c'est une abstraction de pont. Un pont. Voilà. Oui, mais alors, pourquoi vous tenez à ce qu'il y ait toujours une effigie de Dieu ou d'homme célèbre? Je constate, je regrette, moi, mais pas en tant qu'économiste, parce que
justement, l'euro est la monnaie d'un certain nombre de pays européens. Donc, il y a forcément dans la monnaie une charge symbolique. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais ça n'empêche que... Je ne parlais pas de ça. Là, c'est le domaine de qu'est-ce que la monnaie a comme charge imaginaire ou symbolique pour les gens qui participent au fait qu'elle soit acceptée. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu une dématérialisation totale de la monnaie et que pour les gens qui en font un usage, je dirais, professionnel, ils se foutent de tout ça. La monnaie, c'est une ligne sur un ordinateur et c'est même pas vous qui la manipulez, c'est le programme que vous avez écrit pour la manipuler. Voilà. Voilà la monnaie aujourd'hui. J'ai perdu. Oui. Alors, pour revenir à justement ce que la raison psychanalytique peut dire là-dessus, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est la monnaie comme signe de l'échange, jusqu'à quel point elle peut être totalement dématérialisée dans la mesure où elle ne pourrait pas ne pas garder un lien avec l'origine des premiers dons et des premiers échanges. Et ce qui a amené à se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qu'on donne quand on donne ? Quels que soient les objets qu'on donne, qu'est-ce qu'on donne ? Et si ça n'a pas un rapport avec soi, ça n'aurait pas beaucoup de sens, le rapport avec soi et avec l'autre. Parce que là, au sens où on l'entend habituellement, il n'y aurait pas de don du tout, puisque on n'y serait pour rien, en quelque sorte. Et c'est peut-être ce à quoi on vise, d'une certaine manière, à ce que personne n'y soit pour rien. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'implication subjective ou inconsciente trop importante. Et les machines, en effet, sont là pour atténuer également, non ? Cette participation. Mais alors, de notre point de vue, ce n'est pas tous ces objets substitutifs au cours de ce que Freud a décrit comme les transformations au cours de l'érotisme anal, c'est-à-dire où le sein, fesses, pénis, etc., deviennent substituables, et après tous les cadeaux que vous voulez, ou la voix, ou le regard, et ainsi de suite, au fond, ne sont pas conçus, de notre point de vue, comme des objets purement, ces objets substituables, comme des objets qui représenteraient le corps entier, mais comme une fonction. Et la fonction, c'est justement par rapport à l'incommensurabilité du désir. Oui. Et cette fonction, effectivement, elle ne peut jamais se mesurer entièrement au désir incommensurable, au désir d'être, et qui n'ont pas simplement d'avoir et d'échanger. En écho de ce que vous dites, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit, mais là, comme on est avec des psychanalystes, il faut que je laisse parler mon inconscient. Combien vaut l'existence du gorille en monnaie? Oui. Gorille. Le gorille. Le gorille a une valeur en ceci que si vous filmez un gorille, vous pouvez vendre les images du gorille, ça se vend bien. Sur ça, il y a des films sur les bonobos, ça se vend très bien. Il y a des chaînes spécialisées, etc. Mais C'est proche de nous. oui. Mais en même temps, des gens pensent que le gorille a une valeur d'existence. Bon, même si personne n'en tire aucun profit, n'est-ce pas, des gens souhaitent vraiment que le gorille soit sauvé. Voilà. Qu'il ne disparaisse pas avec la forêt primaire d'Afrique centrale, ce qui est un danger. Bon, le gorille, le chimpanzé et tous les autres. Vous remarquez que si le virus d'Ebola disparaissait, on serait moins triste que si le gorille disparaissait. Ça dépend qui. Pas sûr. Peut-être. Bon. Pas sûr. Mais alors ça, c'est une question qui interpelle les économistes. Qu'est-ce que c'est la valeur d'existence du gorille?
Alors, il y a deux moyens de l'évaluer. C'est, je vous demande à tous, combien vous êtes prêts à payer pour que le gorille ne disparaisse pas. Hein, ça s'appelle le consentement à payer. Alors, on fait des enquêtes, et des gens disent « moi, je suis prêt à mettre tant, etc. » Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'ensuite, on vous demande « et l'aigle royal, et etc. » Bon, alors... bon. Mais on peut aussi vous demander combien vous êtes prêt à recevoir pour vous consoler de la disparition du gorille. Ce qui permet à des gens de dire, pour tout l'or du monde, je ne veux pas que le gorille disparaisse. Donc vous voyez bien que le consentement à payer est nécessairement très inférieur au consentement à recevoir, puisque le consentement à recevoir peut être infini. Pour tout l'or du monde, bon. Alors comment on fait pour donner une valeur au gorille? Oui, ou à l'être. Eh bien, il faut d'abord décider qui a la propriété du gorille. Voilà. Parce que si la propriété du gorille est à vous, vous pouvez exercer le consentement à recevoir. C'est-à-dire, le gorille est à moi, donc allez-y, combien vous êtes prêts, vous, à payer pour le gorille? Et puis si cette somme n'est jamais assez forte, le gorille subsistera, parce que j'ai décidé qu'il en serait ainsi. Oui. Mais le gorille, il n'entre pas dans la catégorie des biens communs. C'est pas comme l'eau. Si, c'est un bien commun, parce que l'existence du gorille a une définition stricte de bien public. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Attention, ce n'est pas un service public. Hein. Un bien public, c'est un bien tel que quand il existe, tout le monde en profite, et si le gorille existe, tout le monde profite de l'existence du gorille. Chaque gorille n'est pas un bien public, mais l'existence du gorille est un bien public. Et la deuxième caractéristique du bien public, c'est que si j'en jouis de ce bien, je n'empêche pas quelqu'un d'autre d'en jouir. Bon, par exemple, un programme de radio, hein, si je l'écoute, ça n'empêche personne de l'écouter, alors qu'un ordinateur, si je m'en sers, quelqu'un ne s'en sert pas, sauf évidemment s'il est dans le cloud et s'il est partagé, etc. Mais ils sont de côté. Donc l'existence du bruit est un pur bien public. Mais les biens publics, il faut pouvoir les évaluer. Mais ce que je vous montre là, c'est qu'il y a des apories dans l'évaluation, y compris des biens publics. Alors, bien sûr, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai commencé par là, mais je vous le dis. Je crois que ça a à voir avec ce que vous avez dit, mais si, j'ai pas bien compris. C'est qu'on peut... on suppose qu'il peut y avoir de l'être auquel on tienne qui échappe à l'avoir. Oui. Là, non, justement. Il n'y a pas... Enfin, si. Si, dans la mesure où vous posez à sa limite. Voilà, c'était ça. Il y a d'autres interprétations, à mon avis. On y réfléchira. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette. Tous les jours j'ai diggy riche. De moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie.